Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Sortir des carcans de la construction traditionnelle pour imaginer une maison familiale contemporaine, confortable et résolument durable. Le défi est de taille pour de nombreux futurs propriétaires, mais peu parviennent réellement à franchir le cap. Sur la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, est une mégapole tentaculaire, symbole du rêve américain et de sa démesure. Son réseau routier, avec plus de 1000 km de bitume, est l'un des plus importants au monde. Ce monopole de la voiture la classe parmi les villes les plus polluées des États-Unis. Une cité cosmopolite qui attire toujours autant. Aussi connue à travers le monde pour ses studios de cinéma, ses stars hollywoodiennes, que ces plages de sable fin qui s'étendent sur des kilomètres. Loin de cette agitation permanente qui a fait la réputation de Los Angeles, David, Mayuko et leurs 3 enfants ont élu domicile dans le quartier résidentiel de Culver City. À contre-courant des standards américains, ils ont imaginé une vaste maison éco-responsable de 200 mètres carrés, au look architectural détonnant. Je n'ai pas le souvenir qu'on se soit dit « et si on construisait une maison écologique ?» Mais plutôt, construire l'écologique, c'est une démarche qui est tellement intelligente et logique qu'on ne se verrait pas faire autrement. Il y a tellement d'avantages à le faire. Séduit par un quartier en pleine mutation, il aura fallu plus de 5 ans de recherche aux propriétaires pour trouver un terrain adapté aux besoins de leur famille. Ils dénichent alors une parcelle de 500 mètres carrés occupée par une vieille maison des années 50, totalement délabrée, mais qui constitue le terrain de jeu idéal pour imaginer leur future résidence. Mais comment optimise-t-on l'espace pour dessiner une maison adaptée à ses besoins? Quels matériaux utiliser? Comment se servir des apports solaires pour imaginer un lieu quasi autonome en énergie? Tout en se confrontant à ces problématiques, David et Mayuko avaient le souhait de construire un habitat durable dans son fonctionnement et dans le temps, qu'ils pourront transmettre dans le futur à leurs enfants. On voit très souvent les gens faire une première acquisition immobilière modeste avant d'acheter une maison plus grande pour y emménager. Il faut voir qu'aux États-Unis, on déménage au minimum entre 3 et 5 fois dans sa vie, parfois plus. Nous, on a préféré voir les choses autrement en restant patients, pour éviter de déménager plusieurs fois de suite. On a essayé de dénicher un endroit où l'on pourrait faire bâtir une maison pour s'y installer pour très longtemps. Une demeure où on pourrait voir nos enfants grandir tranquillement. Pour réaliser la maison de leurs rêves, ils ont fait appel à Stefan Mundwiller, architecte suisse installé à Los Angeles depuis une vingtaine d'années, reconnu pour ses projets modernes et écologiques.
On avait repéré une maison en construction à Santa Monica. Elle était très moderne et elle nous a paru tout de suite très intéressante. On a alors pris contact avec son architecte. Et cet architecte, c'était Stéphane. Du coup, on a fait venir Stéphane jusqu'ici et on lui a montré ce terrain à bâtir. Il a dit, c'est parfait. Cette parcelle a beaucoup de potentiel pour y bâtir une belle maison. Elle donne directement sur la rue, en plus dans un angle et dans une zone très résidentielle. Bref, c'est l'idéal. Il suffit d'une vue aérienne du secteur pour s'apercevoir qu'on l'a complètement urbanisé, avec plein de maisons cossues dans tout le quartier. En ce qui nous concerne, on a construit un bâtiment en forme de L, au bord du terrain, qui a l'avantage de redéfinir les frontières entre intérieur et extérieur, en s'ouvrant derrière sur une belle pelouse. Si vous regardez les maisons en Europe, ou même celle-ci du coup, vous verrez qu'on les a construites en misant d'abord sur leur orientation. On a aussi beaucoup utilisé les matériaux de construction de la région. Tout ça, ce sont des exemples naturels et logiques de développement durable. La première fois qu'on l'a vu, c'était dans un environnement très bruyant. Alors pendant tout le temps du chantier, je n'étais pas très emballé. Et puis une fois terminé, je me suis mis à l'aimer. Oui, c'est une belle maison. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que toutes ces habitations ont été construites dans les années 50, quand la mode était au toit en tuiles et un peu ranch. Alors que là, c'est évident, le style architectural est beaucoup plus intéressant. Je pense que, quitte à construire une maison, autant qu'elle ait la capacité de produire son électricité. Une maison qui permette d'économiser nos ressources naturelles. Surtout qu'avec les factures de plus en plus exorbitantes qu'on a en électricité et en eau, même si l'on ne se passionne pas spécialement pour les aspects environnementaux, ça reste une bonne idée, ne serait-ce qu'économiquement. En plus de respecter les méthodes locales de construction, mélange de bois et d'acier pour la charpente, l'architecte a su imposer une vision radicale de l'habitat en optimisant les volumes, plus proche des normes européennes qu'américaines. Pour moi, la taille de l'habitation est très importante dès lors que l'on parle de durabilité. En particulier à Los Angeles, où l'on voit des couples se faire bâtir des propriétés de 15 000 m² qu'on ose qualifier d'écologiques. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec un style de vie prétendument écologique. Ça n'a rien à voir avec l'habitat écologique. Quand bien même vous tapissez votre toit de panneaux solaires ou vous bourrez votre maison de matériaux écologiques, ça n'est vraiment pas ce que j'appelle avoir le sens des réalités. À l'intérieur, Stéphane a appliqué les mêmes principes d'architecture épurée. Pour minimiser l'impact lors de la construction, il a travaillé à partir de matériaux simples et durables, à l'image du bois omniprésent dans toute la maison, tout en multipliant les ouvertures pour profiter au maximum des apports du soleil et entretenir le lien permanent entre intérieur et extérieur, si représentatif du mode de vie californien. Côté déco, les propriétaires, tous deux issus de familles japonaises, ont fortement été inspirés par le minimalisme asiatique. J'aime beaucoup le design moderne japonais, très épuré. Et bien sûr, David aussi l'aime. Alors on s'est mis à consulter toutes sortes de magazines et de livres spécialisés, ainsi que tout ce qui pourrait nous inspirer. La première chose qu'on voit quand on rentre dans la maison, c'est cet érable japonais. L'idée, c'était de faire de ce patio une sorte de sculpture et de bijou central à l'intérieur. On aime l'idée d'être entouré par la nature, tout en vivant dans un environnement urbain. Ça met encore plus de vie dans notre cuisine, dans notre hall d'entrée, dans notre salle de bain et jusqu'en haut, dans notre chambre à coucher. Et puis, avec cette ouverture, la lumière naturelle se répand dans toutes les pièces de la maison. On profite au maximum de la clarté du jour, ce qui veut dire qu'on allume nos ampoules que très peu de temps le soir.
Cette maison réunit une palette de matériaux plutôt simple. Pour le parquet, on a utilisé de l'érable, ainsi que pour les meubles. Pour l'ensemble, on voulait rester sur l'érable. L'autre type de bois qu'on trouve ici, ce sont les planches, qui servent à l'extérieur de la maison. Mais c'était une décision basée surtout sur la nécessité de trouver un revêtement qui résiste aux intempéries. Pour nous, il était très important que l'on reste sur un choix de matériaux simples. C'est un lieu de vie familial. Comme vous le voyez, c'est un espace à 2 étages. On avait décidé d'avoir une maison très ouverte. Ça passait notamment par l'installation de ces immenses baies vitrées. On peut toutes les ouvrir dans les 2 sens. Ça permet d'une certaine manière de prolonger l'espace habitable vers le jardin. Ce sont des baies à double vitrage. Elles ont à la fois une fonction d'isolation thermique et de barrière contre les bruits extérieurs. Elles sont donc capables de conserver dans la maison sa fraîcheur en été et sa chaleur en hiver. Tous les cadres sont en profilé aluminium. Pour ça, on a sélectionné un fabricant qui travaille à partir d'aluminium recyclé. En plus d'être éco-conçues et d'avoir ce fort pouvoir d'inertie, les baies vitrées permettent de maximiser la ventilation naturelle pour rafraîchir la maison, limitant ainsi l'utilisation de la climatisation particulièrement énergivore. Je vous montre un autre élément d'éclairage naturel. Cette longue fenêtre qui court sur toute la longueur de l'entrée, le long de la façade donnant sur la rue. L'idée était de donner un aspect flottant au premier étage. Je voulais donner l'impression qu'il soit comme en suspension sur le rez-de-chaussée. Ensuite, derrière cette grande façade en bois, on trouve de longues fenêtres qui viennent ponctuer divers endroits du premier étage. Selon l'endroit où les enfants se trouvent au premier étage, ça leur sert parfois de cachette. On voulait aussi que le soir, quand les pièces sont éclairées de l'intérieur, ces fenêtres laissent filtrer un peu de lumière de la rue et interagissent avec celle de nos éclairages. Cette façade en bois, en vieillissant avec le temps et les intempéries, va prendre petit à petit une teinte grise qui se rapproche de celle des arbres qu'on retrouve devant la maison et dans tout le quartier. Les deux seront assortis. Même si Los Angeles jouit d'un climat méditerranéen doux toute l'année, le thermostat dépasse très régulièrement les 30 degrés. Des considérations météorologiques qui ont fortement influencé la construction de la maison et sa conception bioclimatique. La première chose que je fais en tant qu'architecte, c'est que j'étudie le plan de la parcelle pour voir comment le soleil évolue dessus. Ici, on a l'impression qu'il ne se couche jamais. En Europe, on essaie de capter le plus de soleil possible dans les pièces à vivre, alors qu'à Los Angeles, c'est pratiquement le contraire, puisque la première chose à combattre, c'est la chaleur. Là, il est midi, et le soleil est au zénith. Comme vous le voyez, le bâtiment est orienté de sorte que le soleil disparaisse bientôt dans cette direction, où il va chauffer le côté le plus étroit de la façade, en faisant entrer le moins de chaleur possible dans le séjour. Mais on garde la luminosité. Ça illustre parfaitement pourquoi on a choisi cette orientation. Oh
Ici, la cuisine, c'est la pièce que je préfère dans la maison. Parce que je peux faire mes devoirs tout en regardant ma maman préparer à manger juste devant moi. Et puis je peux voir le jardin aussi. Je trouve que la maison est très grande. J'ai l'impression qu'elle a plein d'espaces vides où je peux faire tout ce que je veux. J'aime beaucoup le couloir. Il y a beaucoup de place, alors je peux courir tout du long. C'est bien, c'est comme un jeu pour moi. Avec son look épuré et ses espaces ouverts, la maison de la famille Lay favorise ainsi la circulation de l'air et de la lumière entre chaque pièce, accentuant cette impression de grandeur. Autre atout indéniable, les panneaux solaires installés sur le toit qui permettent de produire quasi intégralement tous les besoins énergétiques de la maison. En parallèle, sa construction éco-responsable lui permet aussi de limiter ses émissions de CO2 dans l'atmosphère. Une donnée importante, surtout lorsque l'on sait que derrière les industries lourdes, l'habitat est l'un des secteurs les plus polluants. Ce petit appareil me permet de suivre en temps réel la quantité exacte d'énergie produite par la maison. Je trouve cette invention assez géniale, puisqu'elle me permet de visualiser tout ce qu'on évite de rejeter dans l'atmosphère, et aussi la somme d'argent correspondante qu'on économise. Ce système est important pour suivre la quantité d'énergie qu'on crée nous-mêmes. Ça, par exemple, c'est la courbe d'hier. Comme vous le voyez, c'était une journée ensoleillée, et c'était donc une bonne journée pour engranger de l'énergie solaire et créer de l'électricité. On dispose de 26 panneaux solaires qui génèrent de l'électricité toute la journée. Et comme vous le voyez, c'est une journée typiquement californienne, avec beaucoup de soleil. Et c'est autant d'énergie emmagasinée. L'autre chose importante, c'est ce qu'on appelle le toit blanc. On a fait répandre une mousse spéciale sur le toit. La particularité de ce toit, avec cette couleur blanche, c'est qu'il réfléchit la chaleur. Ça permet de préserver la chaleur à l'intérieur de la maison. C'est un matériau très peu répandu pour les maisons de particuliers, mais on le retrouve sur presque tous les types de bâtiments industriels ou commerciaux. C'est une astuce simple et pratique. Contrairement au modèle américain de l'habitat qui impose une salle de bain par chambre, la famille Lay a choisi d'en installer qu'une seule pour toute la maison, limitant ainsi toute perte d'espace inutile. En complément, pour leurs besoins en eau chaude, David et Mayuko ont installé une chaudière à condensation. Alors qu'un modèle classique perd inévitablement un peu de chaleur à chaque utilisation, ce système permet de la récupérer et de préchauffer l'eau. Ce type de chaudière est donc moins polluant, plus économe en gaz et 6 fois plus performant. On est en train de rénover l'étage de notre maison. Et l'autre jour, je suis venu prendre une photo de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que ça nous donne un très bon exemple de la façon dont le design moderne peut être intégré dans la construction. J'aime la façon dont ils ont placé ces immenses baies vitrées qui permettent de passer instantanément de l'intérieur à l'extérieur et vice-versa. Ils ont fait planter des bambous. Ça donne de l'intimité au jardin et préserve de l'extérieur. Même s'ils sont entourés d'autres maisons, ça leur permet de recevoir et d'être dehors sans être vus des voisins. L'architecte a utilisé le style japonais partout dans la maison, jusque dans les plus petits détails. Par exemple, dans sa façon de concevoir les espaces de rangement, ils ont été pensés pour utiliser l'espace au maximum. C'est très japonais. Outre l'architecture, la famille Lay voulait en plus profiter de véritables espaces extérieurs pour offrir un terrain de jeu à leurs 3 enfants, mais aussi recevoir leurs amis le plus souvent possible. Guidés par cette même volonté d'éco-conception, ils ont donc fait appel à Michael Schneider pour composer un jardin durable, peu gourmand en eau. Seule entorse à la règle, dans une ville de plus en plus menacée par la sécheresse, une pelouse qu'ils n'arrosent qu'une fois par semaine. Nous avons toujours fait tout notre possible pour nous adapter à l'architecture en veillant
et en particulier dans une maison aussi transparente que celle-ci, à ce que tout ce qui se passe dehors entretienne un lien fort avec ce qui se passe à l'intérieur. Le minimalisme et la simplicité du design japonais en particulier est une chose qui nous parlait à tous sur ce projet. Pour nous, ça tombait sous le sens. L'autre chose qui coulait de source, c'était les bambous. Ils poussent très vite, avec un parallélisme merveilleux, et ils ont une présence très architecturale. L'autre point fort du bambou, c'est qu'il a besoin de très peu d'eau pour vivre. Et ça, c'était important. On a choisi de mettre du gravier ici. Et je dois dire que ça a très bien marché parce qu'on ne voulait pas d'un jardin qu'il faut irriguer en permanence. Alors que les graviers permettent d'économiser énormément d'eau. Et qu'ils rendent ce projet encore plus sensé et plus durable. Je peux vous assurer qu'avec les graves sécheresses qu'on traverse en ce moment, nous sommes très contents d'avoir fait ce choix. Tout le monde est sous le coup de restrictions d'eau. Et ça pose de gros soucis dans la région. Pour moi, tous les architectes dans le monde doivent absolument comprendre l'écologie du lieu où ils se trouvent. Et ils doivent composer avec. Ce sont même des opportunités magnifiques pour eux. C'est ce qu'on a voulu faire ici au maximum. Aujourd'hui, on est obligé de construire de cette manière, en particulier en Californie du Sud. La Californie est en grande partie un désert naturel. Alors pour y vivre, il faut pouvoir surmonter les sécheresses et économiser l'eau, surtout à l'extérieur. Ça vous oblige à réfléchir au type de jardin que vous voulez, à faire poser des panneaux solaires. Tout ça est très important dans cette région. Les gens savent quels sont les appareils et les objets énergivores. Et puis, ça ne coûte pas grand-chose d'éteindre derrière soi quand on sort d'une pièce. C'est valable aussi dans notre façon de cuisiner et de vivre au quotidien. Aujourd'hui, il faudrait vivre en pensant développement durable. Et cela s'explique dans tous les détails de notre vie quotidienne. La maison imaginée par Stéphane et la famille Ley inspire désormais le voisinage grâce à son style moderne et son approche tant écologique qu'économique, alors que le coût des énergies ne cesse d'augmenter. Comparé à une maison conventionnelle, ça coûte beaucoup plus cher de construire de cette façon. Mais je pense qu'avec le temps, ces maisons permettent d'économiser beaucoup d'argent en entretien et en dépenses énergétiques. Quand on réfléchit en termes d'investissement à long terme, on s'aperçoit que ça vaut largement la peine.
Cette maison a été dessinée et construite pour accueillir une famille. Ce qui est important de savoir, c'est que nous n'avons pas attendu que nos enfants soient trop grands. Oui, en fait, ce que veut dire David, c'est que c'était le bon moment pour le faire. On sait qu'ils vont grandir extrêmement vite et qu'ensuite, ils iront à l'université. Mais ça nous laisse tout de même une marge d'environ 15 ans pour vivre ici ensemble. Alors autant se sentir tout de suite très à l'aise chez soi. Aux États-Unis, la Californie fait office d'État pionnier en matière d'écologie et d'énergie renouvelable. Dans son sillage, Los Angeles, longtemps qualifié de lieu artificiel, connaît depuis plusieurs années un véritable renouveau, au point d'être devenu aujourd'hui plus attractive que New York, sa grande rivale de la côte Est. La ville se rêve désormais en modèle durable et s'est engagée dans un vaste plan climat. Objectif affiché, produire 20% de ses besoins grâce aux énergies renouvelables et réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% à l'horizon 2030.